Bonjour, cette fois il va être très difficile de dire circuler, il n'y a rien à voir. Le rédacteur en chef d'un journal américain, The Atlantic, a été inclus par erreur dans une discussion sur une messagerie cryptée, Signal, un groupe dans lequel les hauts responsables américains échangeaient sur des actions, des frappes militaires à mener contre les Houthis du Yémen. Ils ont partagé au passage une quantité très impressionnante d'informations extrêmement sensibles. Alors le journaliste en question, qui a été intégré dans la boucle, il raconte: Le Monde a appris peu avant 14h ce jour-là, heure de l'Est, le 15 mars, que les États-Unis bombardaient des cibles Houthis à travers le Yémen. Cependant, deux heures avant l'explosion des premières bombes, je savais que l'attaque était imminente. Je savais parce que Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la défense américain, m'avait envoyé le plan de guerre par SMS. Il était 11h44. Et il ajoute: ce plan comprenait des informations précises sur les armements, les cibles et le calendrier. Histoire d'une faille immense dans le système américain, histoire peut-être de l'amateurisme de cette administration, histoire peut-être d'un scandale d'État. On en parle avec nos invités que je salue sur ce plateau. Bonjour à vous, Marlène Schiappa. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancienne ministre, vous êtes membre de Renaissance. Bonjour à vous, Jean-François Boutors. Vous êtes essayiste, vous êtes spécialiste de la Russie, vous êtes auteur de Poutine, la logique de la force, aux éditions de l'Aube. Bonjour Christian Proutot. Bonjour. Vous êtes fondateur du GIGN. Et bonjour à vous Thierry Coste et bienvenue. Bonjour. Vous êtes délégué général du Cercle Nos Campagnes et lobbyiste du monde rural. Allez, parole à la défense, Donald Trump. On l'écoute sur le sujet, regardez. Je ne sais rien là-dessus. Je ne suis pas un grand fan de The Atlantic. Pour moi, c'est un magazine qui est en faillite. Je pense que ce n'est pas un grand magazine et je ne sais rien là-dessus. Vous dites qu'ils avaient quoi ? Ils utilisaient Signal pour partager des informations sensibles. En rapport avec quoi ? En rapport avec quoi ? De quoi parlait-il ? Des Houthis. Des Houthis ? Vous parlez de l'attaque contre les Houthis ? Eh bien, ça n'aurait pas pu être très efficace parce que l'attaque a été très efficace, je peux vous le dire. Je ne sais rien là-dessus. Vous m'en parlez pour la première fois. Aux États-Unis, cette info, elle fait l'effet d'une bombe. Regardez les précisions. Léa Merlier avec Alexandra Poupon depuis Washington. Vous imaginez bien qu'une erreur aussi grossière fait la une de tous les médias américains. On s'inquiète, la sécurité nationale est-elle compromise ? Comment des plans de guerre, des informations sensibles ont pu être communiqués si facilement ? Les mots employés à la télévision sont durs, on pointe du doigt la négligence de l'administration et on qualifie d'amateurs les membres de ce groupe, parmi lesquels le secrétaire à la Défense ou encore le vice-président J.D. Vance. Dans certains médias, on s'interroge aussi sur la légalité de piloter de telles actions de guerre via un simple groupe de discussion. Est-ce que Donald Trump va payer cette erreur ? En tout cas, elle n'a pas tardé à faire réagir des responsables démocrates qui l'accusent de jouer avec la sécurité des Américains. De son côté, la Maison-Blanche n'a pas cherché à nier ces révélations et a déclaré ouvrir une enquête pour comprendre comment un journaliste a pu être ajouté à un groupe de discussion aussi sensible. Merci Alexandra Poupon avec Léa Merlier. Cette révélation, c'est l'une des failles les plus importantes de sécurité de l'histoire américaine récente ? Certainement, oui, je pense que la plus flagrante. Et alors, très sincèrement, elle me rappelle beaucoup l'Union soviétique. C'est absolument incroyable parce qu'au fond, pourquoi ça se passe ? Vous avez un pouvoir qui dirige par la pression, par la précipitation et auquel, au fond, personne ne résiste. Dans le climat qu'a créé Donald Trump, le risque de s'opposer à ce qui semble venir de Donald Trump est un risque majeur. Et donc, quelqu'un a retrouvé le nom sur la liste et il ne s'est même pas posé la question. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Moi, j'ai été frappé quand je suis allé en Union soviétique. Vous croyez que c'est volontaire d'avoir ajouté ce journaliste ? Je comprends pas, pardon. Non, c'est pas ça. Il y a une erreur quelque part, mais il n'y a rien qui permet de l'arrêter au moment où elle devrait l'être. Parce que les gens sont sous la pression. Ils sont rendus bêtes par le système imposé par Donald Trump. Et la réponse de Donald Trump, elle est la même que celle que fait Poutine dans ce genre de truc. C'est-à-dire, c'est retourner l'accusation en disant « Non, mais les gens dont on vous parlait, mais ils sont nuls, c'est un mauvais journal, ils sont en faillite, etc. » Donc, ils détournent la question. Mais c'est exactement la même chose. Vous savez, quand je suis allé en Union soviétique, la première fois, c'est ça qui m'a frappé. J'ai rencontré des gens qui étaient ministres. Je pense en particulier au ministre de l'Agriculture de Gorbatchev. Mais c'était des crétins finis. C'était des crétins finis parce qu'ils étaient pris dans une mécanique où ils n'avaient pas le droit de penser.
et ce que crée Donald Trump en ce moment. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si ça arrive, c'est parce que c'est un indicateur majeur de ce qui est en train de se passer aux États-Unis sur la fin de la démocratie, c'est-à-dire la fin d'un régime où l'intelligence et la délibération, la discussion, la capacité d'interroger les ordres qu'on a n'est plus possible. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on fait des bêtises pareilles. Marlène Schiappa. Non, c'est vrai que c'est assez fou quand on se projette dans ce genre de décision au niveau gouvernemental en France. Alors, je ne dis pas que ça pourrait pas arriver, mais... J'allais vous poser la question, est-ce que ce serait possible en France ? Honnêtement, ça me paraît très compliqué. D'abord parce que ce genre de décision, elles ne se prennent pas par écrit. Moi, dans des messageries comme Signal, vous avez... Et vous en utilisez des messageries cryptées au sein du gouvernement ? Oui, mais jamais pour prendre ce genre de décision. Moi, j'ai été ministre près de 7 ans. J'ai été au ministère de l'Intérieur. À aucun moment, on a pris ce genre de décision dans des boucles Signal où on ne s'est partagé ce genre d'éléments dans des boucles, quelles qu'elles soient. Les boucles sont pour des discussions informelles. Vous avez par exemple au ministère de l'Intérieur des cellules de crise qui sont au sous-sol du ministère, qui sont brouillées. Vous laissez vos téléphones à l'entrée à des huissiers qui les mettent dans des endroits cadenassés. Vous n'avez pas vos téléphones avec vous. Et donc il y a une méthode, une manière de faire qui me semble effectivement très très amateur, très très compliquée. Et puis il y a quelque chose en profondeur de l'administration. Bien sûr, parce qu'il y a la forme et il y a le fond aussi, parce que par écrit, d'après ce que j'ai lu, Vance dans cette boucle Signal a émis des doutes sur la connaissance de Trump des implications politiques de cette action. C'est quand même le b.a.-ba de l'action politique. On ne critique pas ses camarades et on ne critique pas le président par écrit sur une messagerie où il y a 12 destinataires. Il faut vous dire que tout ce que vous écrivez peut sortir à un moment ou à un autre. Alors, il y a beaucoup d'erreurs. On n'a pas précisément cet extrait sur Trump, mais regardez à quoi ça ressemble quand même, ces échanges qui sont au cœur. Maintenant, on peut quand même lâcher les mots, d'un potentiel scandale d'État. Là, vous avez par exemple J.D. Vance, le numéro 2 quand même, qui dit au secrétaire à la Défense, si vous pensez que nous devrions le faire, allons-y. On parle de frappe militaire sur les Houthis. Je déteste venir au secours de l'Europe une fois de plus. On reparlera aussi du fonds sur l'Europe au passage qui prend un peu cher. Veillons à ce que nos messages soient clairs. Ils le sont. Là, c'est très transparent. Et s'il y a des choses que nous pouvons faire en amont pour minimiser les risques pour les installations pétrolières saoudiennes, nous devrions le faire. Réponse du secrétaire à la Défense. Je partage complètement votre aversion pour le comportement profiteur des Européens. C'est pathétique. On va reparler du fond. Mais voilà, sur la forme, l'échange au plus haut niveau de l'État américain, professionnel de la sécurité que vous êtes, Christian Proutot, quand vous voyez ça, est-ce que vous dites c'est une erreur ? C'est microscopique, c'est une erreur parmi plein d'autres choses, ou au contraire, ça raconte tout ? Ah mais Amélie, vous avez dit exactement ce qui se passe, ça raconte tout. Et même par la qualité, le choix des personnes qui ont ces responsabilités, c'est pathétique et c'est inquiétant par rapport au rôle qu'ont les États-Unis. C'est inquiétant. Le secrétaire d'État, ce type-là, ancien animateur, même s'il a été militaire, quand on voit les propos qu'il tient, on se demande, on est inquiet pour l'avenir. Excès, c'est quand même... Alors l'échange avec Vance, ça c'est quand même quelque chose de surréaliste. Et je crois que le fait que Trump a systématiquement viré l'ensemble des fonctionnaires qui, dans une administration, permettent aux politiques d'avoir le lien qui est important par rapport au continuum, par rapport à la méfiance également qu'il avait vis-à-vis de ce système, puisqu'il a considéré que sur son premier mandat, il avait été trahi par les militaires, par les juges, par la haute administration. Donc ils ont fait table rase de tout ça, et je suis très inquiet également par rapport aux services de renseignement eux-mêmes. Regardez, ils ont complètement écrêté le FBI, la CIA, c'est à peu près pareil, et autour de lui, il n'y a plus un militaire, pratiquement plus, sauf ceux qui sont aux ordres et aux gardes à vous. Et vous vous rendez compte qu'ils ont accès à des informations de première importance sur la sécurité même de l'action des États-Unis, et que ça circule dans la presse par incompétence professionnelle. Beaucoup disent amateurisme, surtout les démocrates américains ces dernières heures, Thierry Coste. Bien sûr, non, moi je ferais une différence. C'est une faute lourde. Elle est évidente et elle est le symbole d'un système hiérarchique tellement restreint que tout le monde a peur. Et je pense que Jean-Louis a raison. Il y a une espèce de crainte qui fait qu'on ne vérifie plus. C'est la culture de l'absence de vérification. Moi qui travaille un peu dans le renseignement depuis longtemps, y compris à l'étranger, c'est vrai que c'est ceci. Ah bon ? Vous travaillez oui, mais j'ai toujours travaillé. Moi, je suis lobbyiste. Donc, bien évidemment, on utilise les lobbyistes parce qu'ils sont des sources de renseignements. Ils sont approchés par les services.
hein, parce qu'ils peuvent être utiles. Donc vous donnez des infos. Ils peuvent être utiles. Donc vous donnez des infos. Oui, moi généralement je donne des infos qui sont plutôt publiques, mais je fournis l'analyse. Non, mais parce que nous, quand on parle sur ce plateau, en général, on travaille dans le renseignement, on est sur des personnes qui vont chercher le renseignement. Non, vous donnez des infos. Je suis souvent identifié comme quelqu'un qui peut fournir de l'info sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas des sujets nécessairement militaires. Il y a plein de sujets stratégiques sur la recherche, sur l'agriculture, sur le développement, sur le nucléaire, où on cherche de l'info, où souvent on cherche à décrypter. C'est un peu ce qu'on cherche à faire. C'est comment ? Moi, je pense que c'est une faute lourde, qui est évidente, et que autant que ça commence comme ça, pour être le vrai signal d'alarme. Parce que ça veut dire que le système, comment peut-on arriver à mettre sur la liste un individu qui est clairement identifié comme rédacteur en chef d'un journal, comme le dit Trump, qui n'est pas du tout favorable. Donc là, il y a une faute grave, ils vont le trouver, mais comme le dit Christian, le vrai danger, c'est que quand on a écarté un certain nombre de professionnels, qu'on peut écarter au bout d'un moment, c'est la culture du spoil system, mais qui est, on vire tout de suite tout le monde. Ça provoque ça. Et on risque d'avoir encore de nouvelles surprises, parce que si on n'a pas ces filtres qui peuvent être écartés au bout d'un moment, mais remplacés par des gens compétents, en matière de renseignement, il faut des gens extrêmement compétents, là c'est une catastrophe. Je continue de mettre les choses dans leur contexte, parce qu'on parle d'un sujet extrêmement sérieux derrière, on parle de frappe militaire sur les Houthis du Yémen. Depuis quelques jours, on le rappelle, les États-Unis mènent toute une campagne d'offensive militaire pour les frapper, puisque ces Houthis ont visé des bâtiments, des navires américains. Est-ce qu'on peut parler, oui ou non, de scandale d'État comme le font les démocrates ? Je regarde mes petites notes, pardonnez-moi, mais c'est bien le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, voilà la citation qui s'affiche, qui dit que c'est l'une des fuites du renseignement militaire les plus stupéfiantes qu'il a lues depuis très très longtemps, et qui parle d'imprudence, irresponsabilité, dangerosité. Est-ce que c'est un scandale d'État qui doit valoir le départ des Mike Waltz et tous les secrétaires de la Défense qui étaient dans cette boucle, par exemple ? En fait, le sujet, c'est que, à mon sens, le problème, c'est le haut de la pyramide. C'est Donald Trump. Et Donald Trump ne va pas démissionner. Mais effectivement, on se l'est dit à plusieurs reprises, tous les garde-fous du premier mandat de Trump sont partis. Il n'y a plus personne aujourd'hui. Et ce qui est déconcertant, c'est la légèreté des prises de décision. Je disais, normalement, quand vous avez des prises de décision aussi importantes, eh bien, vous avez différentes analyses, des rapports qui sont mis en balance, et puis le pouvoir politique finit par prendre une décision sur la base d'une conviction. Là, il lui dit, si vous pensez qu'il faut le faire, faites-le. Et puis on voit qu'il passe du temps à dénigrer les Européens sur la base d'arguments un petit peu fallacieux. Donc le problème, c'est Trump et son organisation. Et moi, je partage tout ce qui a été dit. Et pardon, mais même dans une entreprise ou dans un média, c'est quand même le b.a.-ba de n'importe qui de vérifier qui sont les destinataires de votre groupe, de regarder les numéros de téléphone. Je pense que il n'y a pas besoin d'être secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis pour avoir ce réflexe de vérifier à qui on s'adresse quand même dans une boucle. Donc là, on est vraiment dans une désinvolture sur des sujets graves. Pour un pays qui prétend faire la paix au niveau international dans les grands conflits mondiaux que nous connaissons, c'est très problématique. Scandale d'État, et ça peut faire vaciller l'administration. Je ne dis pas tomber Trump sur une affaire comme celle-ci, mais on verra que des mots très forts pourraient être appliqués à un scandale pareil. C'est évidemment très très grave, c'est évidemment un scandale d'État d'une certaine manière. Je ne pense pas que ça va faire tomber Trump, mais en même temps, c'est quand même très grave pour Donald Trump parce que ça va miner considérablement encore sa crédibilité, y compris dans son propre camp. Et faut quand même se rappeler que le deuxième mandat Trump, ça commence avec une quinzaine de hackers à peine adultes qui, de la part missionnés par Elon Musk, ont accès à tous les comptes de l'administration, en violation là aussi totale de ce qui est les règles minimum de sécurité, parce que tous ces gens-là n'ont pas été vérifiés, n'ont pas été approuvés, ils ne dépendent de personne d'autre que Elon Musk, ils ne sont pas sous la sûreté. Donc ça commençait déjà comme ça, c'était déjà ça en réalité. Donc en fait, ça ne fait que s'aggraver. Christian Poteau. Oui, Jean-François a tout à fait raison. Moi, je voudrais souligner un point qu'on oublie, parce qu'on a déjà l'impression que les dossiers sont passés, mais il était parti lui-même avec des documents classifiés qui ont été retrouvés chez lui. Et il disait que non, pas du tout, c'était pas ça. Donc cette désinvolture, elle est dans Trump, et donc elle transpire autour de lui. Et quand on dit désinvolture, moi je pense que dans un pays comme les États-Unis, c'est grave, et je pense que les militaires doivent être très très inquiets. Il y a normalement auprès du président le GSOC
qui est un état-major spécialisé dans les opérations spéciales, donc qui ont participé à cette opération, ils doivent plus savoir à qui parler maintenant. Et ça, c'est très grave. Vous avez des liens les uns et les autres avec des Américains, qui, même vétérans, anciens, qui travaillent dans les services de renseignement, dans les services militaires américains, et qui vous font des retours sur ce qu'ils vivent et ce qui se passe? Là, c'est trop court pour avoir des retours, mais je pense que le prochain contact que j'aurai avec les anciens, puisque moi je travaille avec Delta, l'équivalent du GIGN aux États-Unis, ou avec le HRT, qui est l'équivalent du GIGN ou du RAID au FBI, ils doivent être complètement atterrés. Oui, allez-y. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que Trump a donné le ton. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une rencontre avec une personnalité de la planète sans faire une conférence de presse avant la réunion de travail. Absolument. Déjà, là, on se dit, et les journalistes posent les questions comme si on était à la conclusion. Quand on voit les conférences de presse d'un certain nombre de présidents, les doubles conférences, on est un peu choqué parce que, résultat, celui qui est là, celui qui est l'invité, peut apprendre une partie des arbitrages en sa présence sans avoir discuté avec. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le langage. Le langage, il faut être honnête, ils sont quand même habitués à ça. Moi, ça ne me choque pas, le langage, y compris, qui est écrit quand même, puisque là, c'est... Sur l'Europe, là, par exemple. Parce que, honnêtement, c'est exactement leur pensée profonde. Donc, ne nous étonnons pas. Moi, je ne suis pas choqué par le langage. C'est le langage qui sera le langage permanent pendant les 4 ans. Et on voit où se place l'intérêt pour l'Europe. Donc, par exemple, quand on voit J.D. Vance dire « Je déteste venir au secours de l'Europe une fois de plus », ou dire, ça c'est Pete Hegseth, le secrétaire à la défense américain quand même, qui dit « Je partage complètement votre aversion pour le comportement profiteur des Européens, c'est pathétique ». Je dirais que du coup, on savait, on se doutait un peu de ce qu'il pensait. Bon, là, c'est très clair. C'est riche d'enseignements. Non, mais qu'il le pense, c'est une chose. Mais en fait, là encore, pardon, je suis choquée parce que c'est quand même le b.a.-ba de la diplomatie de ne pas critiquer d'autres pays qui supposément alliés. On est quand même membres d'organisations multilatérales ensemble, encore l'Europe et les États-Unis. Ils ne sont pas censés écrire ça. Donc, qui le pense, c'est une chose. Qui le dise de manière informelle, c'en est une autre. Mais là, qu'au lieu de se concentrer sur peut-être la vérification des destinataires du message ou le fond du sujet géopolitique, ils prennent du temps pour dire du mal des Européens, parler de profiteurs, etc. Je trouve que ça ajoute une pierre finalement à ça. Et on n'a pas parlé des accusations contre Hillary Clinton. Alors on va y venir dans un instant, je reste juste. Je garde encore quelques cartouches. Pardonnez-moi. C'est très militaire ce plateau. Mais pardon, ça dit, il y a quand même une obsession, après je referme la parenthèse, vis-à-vis de nous, vis-à-vis des Européens, parce que là on est en train de parler des frappes militaires sur les Houthis du Yémen. Je ne dis pas que tout est décorrélé, mais c'est l'occasion de frapper sur les Européens. Enfin, je veux dire, c'est obsessionnel. Oui, mais il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas jouer à être surpris. On le savait. Parce que, d'abord, dans les échanges à l'intérieur des cabinets, etc., ce langage-là, on le retrouve partout. Je veux dire, on l'a entendu en France. On a plusieurs présidents qui l'ont pratiqué. Je ne vais pas donner leur nom, mais vous les connaissez tous. Donc ça, c'est pas. Non, ce qui est pas normal, c'est de l'avoir en direct. Oui. C'est que ça soit mis sur la scène. Et je dis juste une chose. Il faut se rappeler que Trump a choisi ses collaborateurs pas pour leurs compétences, mais pour leur loyauté. Donc, ils ne connaissent rien à la technique, parce que gouverner, c'est aussi de la technique, c'est aussi un savoir-faire. Ils n'en ont aucun, en réalité. Et d'ailleurs, c'est la même chose des ceux qui sont en train de négocier sur l'Ukraine. Alors, quand on entend les déclarations de Steve Witkoff, on est ahuri. Ce type ne connaît rien à la diplomatie. Rien. Oui. Et donc, c'est ça l'administration Trump. C'est des gens choisis pour leur loyauté, peu importe leurs compétences. Et ils se révèlent manifestement incompétents de A jusqu'à Z. Alors, on avance maintenant vers la boîte à archives. Il y en a une qui ne s'est pas privée, Marlène Schiappa, on y arrive, de commenter l'affaire. C'est l'ancienne candidate à la présidentielle, c'est Hillary Clinton, qui avait été largement attaquée en 2016 par Donald Trump pour avoir utilisé sa messagerie cryptée, justement, de ministre pour envoyer des messages. Et elle s'est contentée de partager l'article de Jeffrey Goldberg avec ces mots « J'espère que vous plaisantez » en commentaire. Boîte à archives, donc on est en 2016, l'affaire des emails non cryptés de Hillary Clinton explose, on est en pleine campagne présidentielle américaine, elle fait l'objet d'une enquête même du FBI à l'époque, son concurrent Donald Trump tire alors à boulet rouge et parle de scandale politique pire que le Watergate. L'affaire remonte à 2009. Hillary Clinton est alors chef de la diplomatie américaine. Durant 4 ans, elle utilise une adresse email personnelle au lieu de la messagerie cryptée mise à sa disposition. C'est interdit par la loi fédérale.
Il y a 2 ans, le FBI ouvre une enquête et révèle qu'une vingtaine de mails top secrets concernant notamment l'attaque de Benghazi en Libye ont potentiellement été exposés au piratage. C'est une erreur, je m'en excuse, j'en prends toute la responsabilité. Donald Trump, évidemment, s'engouffre dans la brèche. Cette enquête est le plus gros scandale politique depuis le Watergate. Nous pouvons tous espérer enfin que justice soit faite. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Un scandale pire que le Watergate, ça pourrait s'appliquer à ce qui est en train de se passer? Ah oui, moi je partage ce point de vue parce que... Pire que le Watergate quand même? Non, enfin, par rapport à la comparaison choisie par Trump, puisque lui, il a considéré que c'était pire que le Watergate, je reprends les mêmes termes. C'est d'un niveau un peu, mais fascinant de bêtises. D'autant que la messagerie, qui est normalement était une boucle, là, au départ, on parle de la boucle, mais après, ils se sont adressés, ils se sont parlés entre eux, comme s'il n'y avait personne dans la boucle. Sinon, le journaliste n'aurait pas eu le tête-à-tête qu'il y a eu sur l'Europe. Donc, ils ne savent même pas comment fonctionne une boucle. C'est n'importe quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que, en fait, on a encore une fois un 2 poids 2 mesures à la Trump, mais il ne s'encombre pas de cohérence. C'est-à-dire que là, Hillary Clinton, ce qui lui était reproché, c'était d'utiliser son mail Gmail et d'avoir potentiellement, peut-être, été exposé à un éventuel piratage si jamais des pirates étaient venus sur Gmail et avaient pu avoir accès. Ce qui ne s'est pas produit. Donc, en fait, pour une possibilité de quelque chose qui aurait pu se produire à cause de la maladresse d'Hillary Clinton, c'était un drame national pire que le Watergate. Et là, pour des choses qui, de fait, ont leaké, qui sont sorties, qui ont été partagées avec des erreurs manifestes, là, Trump accuse The Atlantic et blâme, comme vous le disiez très justement. En 2016, ça avait fait vaciller Hillary Clinton. Oui. Là, en revanche, ça ne devrait pas avoir le même effet sur Trump. Oui, mais pourquoi? Il y a une question de cohérence. En fait, Hillary Clinton, elle avait fait beaucoup sa campagne sur justement son professionnalisme vs Trump, son expérience, etc. Et là, c'est ça qui était battu en brèche. Pardon ? Elle s'est fait piéger sur son propre terrain. Il y avait une incohérence, en tout cas. Alors que là, Trump n'a jamais dit « moi, je suis rigoureux, je suis expert ». Il s'en fiche. Il s'en fiche complètement. Donc, il n'y a pas d'incohérence vis-à-vis de Trump. Donc, tant qu'il n'y a pas d'incohérence, on ne vacille pas. J'ajoute quand même encore un petit étage à notre fusée. Autre histoire folle, c'est encore digne d'un film d'espionnage. L'administration Trump va utiliser des détecteurs de mensonges après des fuites dans la presse, des fuites concernant un rendez-vous entre Elon Musk, informé de plans militaires américains en cas de guerre avec la Chine. Alors, le département américain de la Défense, le Pentagone, est sur les dents depuis l'affaire. Le rendez-vous a été confirmé. Sur le fond, l'administration Trump dément totalement ce brief sur la possibilité d'une guerre avec la Chine. Quoi qu'il en soit, détecteur de mensonges pour essayer de trouver la taupe et la fuite. Ça dit quoi, encore une fois? Des pratiques de Donald Trump. On voit l'amateurisme permanent. C'est clair. C'est au-delà de l'amateurisme, c'est une manière d'utiliser le pouvoir. Oui, mais quand on a viré tout le monde, on ne peut pas être étonné du fait qu'on n'ait plus de garde-fous et de signal d'alarme au plus haut niveau de l'État. D'habitude, ça arrive dans les étages inférieurs où il y a des fuites. Les hackers, d'ailleurs, russes doivent bien rire, puisque maintenant, il suffit de lire la presse pour avoir les informations confidentielles. Donc, le vrai sujet, il est quand même que cet amateurisme, je ne pense pas que ça ne deviendra pas une affaire d'État. Je suis convaincu qu'on passera très vite à autre chose. Et ça, c'est la stratégie de Trump. Il est assez doué pour tous les 2 à 3 fois par jour pour nous changer de sujet. Et il va le faire. Mais j'espère qu'ils vont en tirer des conséquences et qu'on va garder un certain nombre de professionnels dans l'entourage des dirigeants. Christian Proutot, sur l'utilisation de détecteurs de mensonges. C'est pas le seul cas, parce que je lisais, là, ces derniers jours, il y a aussi des agents fédéraux qui vont devoir se soumettre au fameux polygraphe parce qu'ils recherchent des taupes qui auraient donné des informations sur des migrants sans papier. Non, il ne faut pas oublier que contrairement à la France par rapport au droit à la défense et par rapport à la vérité dans l'enquête de l'information, le polygraphe est l'alpha et l'oméga de la justice aux États-Unis. D'accord. Pas en France. En France, c'est interdit, on ne l'utilise pas. Et Dieu merci, parce qu'on sait très bien que l'émotion de celui que vous allez interroger peut jouer sur le polygraphe et être interprétée comme étant un point où vous souhaitez mentir. D'ailleurs, on vous apprend à fonctionner dans vos propos, de la manière dont vous réagissez face au polygraphe, parce que vous pouvez le tromper, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais aux États-Unis, c'est le mensonge qui est
qui est punissable, c'est pas la faute. Regardez, c'était Clinton. C'est toujours, c'est pour ça que le détecteur est important. On doit détecter le mensonge, mais pas nécessairement la faute. En quelques mots, parce que le temps file, Jean-François Boutors, mais vous qui faites souvent la comparaison avec le monde soviétique, est-ce que vous dites encore une fois qu'on s'y retrouve? Il y a ce côté-là, mais moi ça me fait tout de suite penser surtout à McCarthy. Oui, absolument. Le détecteur mensonge, c'était l'outil du McCarthyisme. Oui, absolument. Et rappelez-vous, qui est le professeur, entre guillemets, qui a initié Donald Trump à l'art du deal? C'est Roy Cohn, qui était un collaborateur très proche de McCarthy. C'était un acteur direct du McCarthyisme. Donc on ramène le McCarthyisme. Et pourquoi il parle de ça? Parce que parler de détecteur de mensonges, ça nous fait parler, ça occupe, c'est un outil fantasmagorique, si j'ose dire, et ça permet de cacher derrière d'autres choses. C'est ça le problème. En fait, il nous occupe, ou il occupe l'opinion publique avec cet objet fantastique, et pendant ce temps-là, lui, il passe à travers de l'histoire. Parce qu'il est parfaitement inoxydable à ça. Et il sait que de toute façon, on pourra dire n'importe quoi contre lui, il ne cédera pas.